4, 3, 2, 1. Aujourd'hui, dans le cadre de TWT Motors, honneur à la Peugeot 508, une berline haut de gamme qui ne manquera pas de vous plaire. Cap ensuite vers la Formule 1 qui débute aujourd'hui avec le Grand Prix d'Australie. Pour rester dans les monoplaces, TWT va vous présenter la Yellow Teapot. Et puisqu'on reste chez Renault, de la voiture de Sébastien Vettel vers la présentation de la mythique Renault 5 Turbo de compétition qui fêtera ses 30 ans, tandis que la Renault 5 fête ses 40 ans. Pour en finir, notre spécialiste de tuning Slim Hakima va vous faire découvrir un bijou que je vous laisse deviner. مشاهدين تي دبليو تي موتورز مرحبا بكم. اليوم سليم وانا قررنا باش نقدموا لكم كرهبه جديده مازالت كي خرجت في السوق التونسي. سي لا نوفيل بيجو 508 كوم فو فويي ان تري بيل فواتور. عندهم هما 3 موديل. احنا باش نحكيو على الموديل نتاعنا اللي هو لا 508 تي اش بي. هكا ولا سليم؟ وي سي الموديل اللي عندنا اليوم سي لو 1.6 تي اش بي كي ديفلوب 156 شوفو. فما زاده في السوق التونسيه فما 2 autres موديل اللي هما ال 1.6 في تي de 120 chevaux et le 1.6 HDI de 112 chevaux. Alors justement, شنو هي الديفيرنس ما بيناتهم سليم ثلاثه كي نحكيو كي نقولوا تي اش بي وكي نقولوا اتش دي اكسيتيرا؟ شنو هي الديفيرنس؟ Est-ce que c'est au niveau du carburant? Est-ce que c'est au niveau aussi du mécanisme de transmission aussi على خاطر فما مانيوال كيما هذيا مانيوال elle développe donc 6 vitesses et l'autre par exemple la HDI elle développe 5 vitesses alors que l'autre c'est une boîte automatique. La VTI c'est une boîte automatique pilotée de 6 vitesses et celle-là c'est une boîte manuelle de 6 vitesses. Tout à fait. Le HDI c'est une boîte 5. داكور. دونك شنو باش نعملوا احنا تو باش نوريو المشاهدين السياره هذيا ومن بعد نوريهم كيف كيف on va les inviter donc à voir les intérieurs, les équipements, les équipements de base et on va aussi parler des options tout à l'heure. Bien sûr. Parce qu'elle a beaucoup d'options. Elle a beaucoup d'options. Au fait la 508 c'est la remplaçante à la fois de la 407 et de la 607 et c'est la première gamme premium de Peugeot. D'accord. D'accord, donc c'est toujours tout est bon à savoir et surtout Slim, il faut qu'on n'oublie pas aussi de dire qu'on est devant un des hôtels les plus prestigieux de Tunisie qui est l'hôtel Sheraton. Exactement. Et qui justement aura besoin certainement de ce genre de voiture pour transporter ses clients, que ce soit à l'intérieur ou de et vers l'aéroport. Donc c'est une voiture qui est très prisée par les hôteliers qui ont besoin de ce genre de berline. 4 mots résument ce qu'est la 508. Élégance, robustesse, sobriété et équilibre des volumes. Admirez la calandre flottante qui semble se détacher de la carrosserie et ses projecteurs félins. Les flancs de la voiture sont volontairement épurés, rehaussés par le contour des surfaces vitrées en chrome satiné. Le volant est en cuir, le pommeau aussi. La sellerie peut être soit en tissu, soit en mi-cuir ou en cuir selon votre choix. Les finitions soignées et les technologies proposées contribuent à donner une note haut de gamme à l'habitacle qui est une vraie incitation au voyage. Pour ceux qui aiment les rangements, plusieurs espaces sont bien pensés et sont disposés ça et là pour une habitabilité tout en confort. Pour des raisons de sécurité, un détecteur d'obstacles de proximité avant et arrière se trouve sur les Peugeot 508. Les jantes sont en alu 16 pouces. Mais une large palette de jantes alu de 16 à 19 pouces vous est proposée afin que vous choisissiez ce qui vous convient le mieux. Un choix de 10 teintes métallisées, opaques ou nacrées vous sont proposées, ainsi que 5 types de décors de planches sont à votre disposition. Le coffre de la 508 dispose d'un volume exceptionnel. Son prix varie entre 55 400 dinars et 57 900 dinars. Tout dépend bien sûr du modèle choisi. La 508 dispose d'un ordinateur de bord qui vous permet de mieux savoir ce qui se passe à l'intérieur de votre voiture.
Un kit main libre et streaming audio Bluetooth vous est aussi fourni sur la Peugeot 508, ainsi qu'un autoradio, CD, RD5, MP3 avec commande au volant. Les rétroviseurs extérieurs sont rabattables d'une manière électrique. Possibilité de réglage de siège avant, conducteur et passager électrique, ainsi que le réglage lombaire des sièges avant. Projecteur anti-brouillard, projecteur halogène, feu LED en mode jour, les vitres avant et arrière électriques séquentielles, condamnation centralisée des portes, régulateur de vitesse qui permet de maintenir une vitesse constante et un limiteur qui permet de programmer une vitesse à ne pas dépasser. Le système de freinage a un haut niveau de sécurité grâce à la présence en série du système de contrôle de trajectoire qui regroupe aussi les fonctions d'anti-blocage de roue, d'anti-patinage, de répartition électronique de freinage, d'aide au freinage d'urgence, d'anti-calage moteur et de contrôle de traction intelligent. Tout ça de série et pas en option. Bref, la Peugeot 508, une berline qui incite au voyage, qui incite au rêve, elle a tout pour vous plaire. La peinture d'origine, elle est métallisée, elle n'est pas en option, Slim. Oui, elle Donc, est métallisée en 508. série, oui, bien sûr. C'est la nouvelle tendance de peinture. Toutes les voitures, surtout celle-là, c'est une voiture premium. Donc, automatiquement, c'est une peinture métallisée. Et comme on peut voir ici, Zed, la calandre, Zed, elle a une calandre كبير برشا. C'est un peu sportif. Allure sportive. نشوفوا زاد les phares sont étirés tout au long du capot. C'est aussi un style sportif des voitures actuellement. Sportif et agressif, la forme elle est assez agressive. Oui, bien sûr, c'est l'étirement tout au long du capot, c'est très sportif. D'accord. Sinon aussi, qu'est-ce qu'on a? On peut trouver aussi les anti-brouillards en série aussi, les phares Big Xenon. Une des spécificités justement de la 508, c'est qu'elle a un très très grand coffre. Plus que 500 litres pour le coffre. Ce qui est magnifique quand on a besoin de transporter des valises. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une voiture qui s'adresse à Monsieur Tout le Monde et à Madame Tout le Monde aussi, mais aussi qui peut énormément servir pour transporter les clients des hôtels de et vers l'aéroport. Exactement. Elle a un grand coffre, comme vous voyez, qui est assez grand pour mettre plusieurs mallettes. Bien sûr. On retrouve ici la roue de secours avec tous ses équipements. Et une vraie roue de secours en plus, ça, c'est important de le dire aussi. Oui, une vraie roue de secours. Voilà. سينو واش تنجم تقول لنا عليها انت خاطر تحبها برشا الكهرباء هذيا سليم؟ الكهرباء هذيا مزيانه برشا. Elle a des feux arrière à LED aussi. C'est très beau. Ils sont également étirés comme les phares avant. C'est l'allure sportive finalement à l'avant et à l'arrière. Il y a une très bonne habitabilité à l'intérieur. Elle est très confortable. Fait 4,79 m de long. Donc, واسعة بالكدا لداخل. نجموا زاد نجربوا ندخلوا نركبوا في الكهرباء من تالي ساقينا ما تضربش في الكراسي القدامين. هذاك شو باش نعمل راهو انت باش تسوق بيا من بعد انا باش نطلع من التالي باش نشوف لو كونفور على l'arrière باسكو l'habitacle est très important. دونك نحب انا حد يسوق بيا وانا قاعده نحسب روحي كليونت على l'arrière. مرحبا بك. وباش نشوف justement ce côté spacieux et agréable نتاع واحد قاعد من التالي à l'aise. و même temps نجربوها في الكياس زادا نشوفوا son comportement routier, son freinage, ses accélérations pour une 1.6 THP de 156 chevaux. Normalement, elle se comporte bien sur la route. باش نشوفوا زادا les suspensions نتاعها, le confort de conduite, etc. Donc, on va l'essayer tout à l'heure ونشوفوا شنو تنجم تعطينا الكهرباء هذيا comme comportement. D'accord. J'ai remarqué aussi, tout à l'heure, on va en arriver aux équipements de série qui sont à l'intérieur de l'habitacle. Et j'ai remarqué que franchement, elle est très très bien outillée, la Peugeot 508. Oui. Que ce soit au niveau des sièges, au niveau du volant, au niveau de l'autoradio, de la climatisation. Mana al-Haq, vraiment, elle est complète. Vous pouvez ajouter plusieurs options, on en parlera tout à l'heure. Mais déjà, de série, vous avez le maximum que Peugeot puisse vous offrir. Hein, exactement, oui. Il y a un excellent assemblage. Un beau tableau de bord, une finition excellente. On retrouve même le carbone sur le tableau de bord, sur toute la console centrale. On retrouve le carbone, ce qui est du luxe. Voilà, on retrouve normalement le carbone sur des voitures comme les Ferrari, le Lamborghini, etc. Donc, pour retrouver du carbone sur une 508, on confirme que c'est une voiture premium.
WT Motors a choisi de venir vous parler du début de la saison de Formule 1 à Renault. Pourquoi Renault justement? Parce que Renault a remporté donc le Grand Prix de la saison précédente en 2011 et Renault était donc le champion de F1 de la saison 2011. saison Tasneh Bishtkun Twila Bacha. Elle va commencer le 18 mars par le Grand Prix d'Australie pour se terminer le 25 novembre par le Grand Prix du Brésil. La saison Bishtkun Kima comme Twila, elle va s'étaler sur 9 mois. 9 mois avec 6 Grands Prix qui vont être en back-to-back, c'est-à-dire des prix qui vont s'étaler à une semaine d'intervalle, alors que d'habitude on est habitué à voir des Grands Prix toutes les 2 semaines, tout en sachant que le mois d'août ne sera pas du tout effectif, il sera off, donc pas du tout de course de F1 pendant le mois d'août. Autre information à ajouter, c'est la disparition du Grand Prix de Turquie, faute de téléspectateurs, et la réapparition par contre du Grand Prix des États-Unis. Donc une saison très très longue qui s'étale, comme je l'ai dit, sur 9 mois avec 6 Grands Prix en back-to-back. Quel meilleur endroit pour commencer à parler de la saison de F1 2012, si ce n'est pas Renault. Comme vous savez, cette année, donc, la saison va débuter le 18 mars avec le Grand Prix d'Australie pour se terminer le 25 novembre avec le Grand Prix du Brésil. Ça va être une saison assez longue, elle va s'étaler sur 9 mois. 9 mois entrecoupés quand même parce que le mois d'août, il n'y aura pas du tout de course, ça va être un mois off. Et sans oublier quand même qu'il y aura quand même 6 Grands Prix back-to-back, donc avec moins d'une semaine d'intervalle entre l'un et l'autre. N'est-ce pas, Hatem? Pourquoi est-ce que tu as voulu qu'on commence par Renault et par la voiture de Sébastien Vettel et Mark Webber? D'abord parce que Renault est le partenaire historique des moteurs en Formule 1. Ils y sont, c'est eux qui ont inventé le turbo, donc ils y sont ici. Et tout à l'heure, on va aller voir donc la voiture qui a été la première à être équipée d'un turbo sur la grille de départ en Formule 1. Elle était aux mains de Jean-Pierre Jabouille. Mais moi, je voulais qu'on commence par Renault parce que pour moi, Renault est vraiment la référence moteur aujourd'hui. Loin devant Ferrari, devant Mercedes, en Formule 1 du moins. Ferrari, bon, bah, c'est le prestige, c'est la classe, c'est tout ce qu'on veut. Mais Renault, c'est des purs et des durs. Et moi, je considère que Renault est vraiment aujourd'hui le fer de lance de la motorisation en Formule 1, en sport automobile. Pourquoi cette voiture? Parce que cette voiture-là, elle est motorisée donc par le moteur Renault, qui en fait est le petit enfant d'Udo, donc qui lui a été le créateur de ces moteurs-là. Et dans le temps, c'était Gérard Larousse qui dirigeait un peu tout le département compétition à Viry-Châtillon, ici installé en région parisienne. Mais là, nous sommes à l'atelier Renault, sur les Champs-Élysées, à côté de cette monoplace, qui va participer, prendre part donc à la saison 2012, aux mains de Vettel et Mark Webber. Vettel, c'est, je dirais même, est-ce que cette année 2012 sera le spectre de Vettel? Est-ce qu'il sera toujours présent? Oui, j'ose dire, parce que Vettel est quand même un pilote extraordinaire, est un pilote qui a un talent fou. Deuxièmement, Weber a beaucoup à perdre cette année qu'à gagner. 35 ans, il a une saison 2011 à oublier. Il s'est fait ramasser donc par son copilote, on va appeler ça comme ça, donc Vettel, qui lui a laissé que des miettes. Oui, mais bon, l'âge n'est pas très important. Tu viens de dire 35 ans. Il ne faut pas oublier que le 3 janvier dernier, Michael Schumacher a fêté quand même ses 43 ans. C'est le vétéran de la saison de Formule 1 de cette année. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir quand même beaucoup de coûte à coûte cette année. Tout à fait. Déjà dans l'écurie Renault, aujourd'hui, on a 2 pilotes de pointe, Mark Webber et Sébastien Vettel. Nous savons aussi que cette année, Williams sera motorisé par les moteurs Renault avec donc 2 autres pilotes et pas des moindres, d'autant plus que Bruno Serra, le neveu de l'autre, si je puis me permettre, sera donc de la partie cette année donc dans l'écurie Williams. Il y a aussi la 3e équipe donc qui sera on va dire emmenée par Jarno Trulli avec Heikki Kovalainen. Donc pour revenir à Williams, il y a Pastor Maldonado donc qui sera aussi fer de lance, si j'ose dire, donc avec Bruno Senna.
Donc il y a quand même 6 pilotes qui vont un peu envoyer la sauce, comme on dit dans le jargon, donc sur la grille de départ cette année en 2012. Mais il va y avoir une belle bataille. On va revenir à Michael Schumacher. Je rappelle que Michael Schumacher va être sur Mercedes. Voilà, Michael Schumacher va être donc sur Mercedes. Et ce qui s'est passé, c'est que Michael Schumacher, il a beau avoir 43 ans, Michael Schumacher, même à 60 ans, il sera de toute façon un pilote de pointe. Il ne faut pas oublier qu'il est quand même 7 fois champion du monde de F1. Tout à fait, il est 7 fois champion du monde de F1, c'est certain, mais il est surtout un extraordinaire sportif. Pour moi, je dis toujours, Schumacher, d'ailleurs même Vettel, les deux germaniques, c'est des extraterrestres, c'est pas des, ils sont paramétrés pour gagner des courses parce qu'ils ont les moyens autour, parce qu'ils ont les moyens humains, ils ont les moyens matériels, les moyens financiers. Aujourd'hui, Michael Schumacher et le fer danse, c'est sa 3e et dernière année de contrat avec Mercedes. Donc, il ne veut pas trop s'engager sur le résultat parce qu'il y a les pronostics surtout. Oui, mais de toutes les façons, là, nous avons du 7 au 10 février, nous sommes en train de le virer actuellement. Ils sont en train de tourner à Jerez avec les essais préliminaires organisés par l'FIA comme chaque année. Et il n'y aura que 12 écuries, donc 24 voitures uniquement, pas toute la grille au départ. Il y en a qui ne veulent pas montrer un peu ce qu'ils savent faire. Mais bon, c'est de toutes les façons ce qu'on appelle cet esprit de warm-up des entraînements. C'est en fait un coup de bluff beaucoup plus qu'autre chose. Bien Tout à fait, parce que certaines personnes disent que finalement, même les essais de Jerez ne sont pas les plus importants. Et c'est vraiment au début de la saison qu'on comprendra justement de quoi sont faites ces monoplaces et de quoi sont capables ces pilotes. Oui, tout à fait, sachant que la première course, elle va se dérouler donc en Australie, qui va être l'ouverture de la saison 2012. Mais bien évidemment, chacun va tirer son épingle du jeu. Je considère, à partir de la 4e, la 5e course, on va vraiment voir les forces en présence. Il est clair qu'au départ, on va savoir un peu qui veut se placer. Bon, moi, je mettrai déjà en haut du podium Red Bull à moteur Renault, bien évidemment, suivi de très très près par Ferrari et Mercedes, McLaren, je dirais, et non pas Mercedes, l'écurie maison, par McLaren. Et Lotus alors, avec Grosjean qui est en train de venir en force là dans la F1. On l'a interviewé dernièrement dans les Masters de karting. Grosjean est quelqu'un qui en veut beaucoup, c'est quelqu'un de très ambitieux et c'est surtout un jeune qui est en train de faire une entrée quand même fulgurante dans le monde de la F1. Romain Grosjean est un pilote qui a énormément de talent, qui a été déjà piloté aux côtés de Fernando Alonso. Cette année, il a encore une grosse pointure. Donc il a une grosse pointure encore cette année, puisqu'il n'aura certes que Kimi Räikkönen, qui était champion du monde avec Ferrari, qui était champion du monde avec McLaren. Romain Grosjean, je considère que c'est un pilote qui a beaucoup de talent, mais qui n'est jamais arrivé au meilleur moment. Donc je ne pense pas que cette année il va trop, en étant objectif, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va nous donner du résultat. Il y a vraiment des pilotes qui sont assez confirmés. Et il y a déjà Lewis Hamilton, il ne faut pas oublier. Donc si on avait un peu de nouvelles de Lewis Hamilton pour les férus de F1, ce serait bien non plus, Hatem? Oui, alors Lewis Hamilton, c'est clair qu'il a une saison, la saison de tous les dangers, entre guillemets, parce qu'il en veut, il a de toute façon tout McLaren derrière lui, mais surtout, il s'est fait avaler comme un insecte par Jenson Button, Jenson est arrivé donc chez McLaren, qui était entièrement donc au service d'Hamilton et qui a montré qui était vraiment le patron. Et je considère entre les deux, moi je suis un pro Button, parce que Button c'est un pilote qui a énormément de talent, qui a été champion du monde avec une écurie qui venait de naître. Alors pour parler aussi de F1, on ne peut pas parler de F1 sans parler de pneumatiques. Et cette année, le choix s'est porté encore une fois sur Pirelli, Hatem. Pirelli qui est le manufacturier unique, donc qui a le monopole de la Formule 1, parce que la FIA en a décidé, encore une histoire d'argent, avec Bernie Ecclestone, avec Jean Todt, qui est obligé de suivre un peu les accords, ce qu'on appelle les accords Concorde, donc qui régissent un peu la Formule 1 et le sport automobile en général. Bridgestone qui était avant en place, Pirelli qui a repris le flambeau, mais les pneus Pirelli sont un poil au-dessus de Bridgestone en termes de qualité. Parce que les Pirelli donnent beaucoup plus la part belle donc au pilote qui éventuellement peut gérer son train de pneus mieux que son voisin. Voilà. D'accord, donc il faut ajouter aussi quelque chose. Cette année, il va y avoir quand même un gros perdant. C'est la Turquie qui disparaît de la saison de Formule 1, puisque justement, il y a le manque de téléspectateurs a fait que la Turquie disparaisse du calendrier de la saison de F1. Et par contre, les États-Unis réapparaissent dans le calendrier, Hatem.
Tout à fait, les États-Unis réapparaissent dans le calendrier. La Turquie, en fait, c'est un double problème. Le premier, c'est le manque de spectateurs. Donc le Grand Prix n'était plus du tout rentable pour les organisateurs. D'autant plus que la manne financière étatique n'a jamais vu le jour. Donc les organisateurs ont eu des soucis au niveau de financier, matériel. Et d'un autre côté, c'est pas plus mal que les États-Unis reviennent. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont un marché énorme et important pour les constructeurs automobiles engagés en Formule 1, pour qui les retombées sont extrêmement importantes aux États-Unis. Bernie Ecclestone, le grand argentier de la Formule 1, l'a compris. De toutes les manières, il y a toujours eu cette grande bataille entre Indy et F1. Indy, donc les voitures, les monoplaces qui concurrencient entre guillemets donc la F1. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des pilotes comme Jacques Villeneuve qui a tout raflé en Indy, qui est venu en Formule 1, avec la réussite que l'on connaît. Et puis par la suite, il y a eu Nigel Mansell qui a tout gagné en F1, qui est parti en Indy, qui a tout gagné. Bon, il y a d'autres exemples qui ne sont pas de bons exemples en termes de résultats. Sébastien Bourdet, donc, qui a tout raflé, qui a encore un palmarès extraordinaire en sport automobile. C'est un grand champion, grand pilote français qui malheureusement n'est pas arrivé au bon moment chez Toro Rosso, donc l'écurie sœur de Red Bull, et qui n'a pas eu une voiture comme il la voulait. Donc du coup, bon, et sachant que Sébastien Bourdet était le coéquipier de Sébastien Vettel, avec la réussite que l'on connaît à Vettel. Très bien. Aurais-tu quelque chose à ajouter pour nos amis téléspectateurs de TWT Motors qui veulent en savoir plus sur le début de la saison de F1 ? Écoutez, actuellement, aujourd'hui, il y a les essais à Jerez qui sont en train de se dérouler. Donc, on va attendre un peu le résultat. Et puis, on va leur tous donner rendez-vous tout au long de la saison pour la F1, pour le WTCC à Marrakech aussi, pour le 4L Trophy et pour toute la saison de Rallye Raid, toute la saison donc, de WRC. Et puis, j'espère que nos chers amis et téléspectateurs de TWT prendront autant de plaisir que nous à suivre toute l'année sportive en sport automobile. Voilà, c'était tout dit. On va passer à autre chose. Bien sûr, quand on parle de Formule 1, Hatem, on parle aussi de Formule Renault. Et la Formule Renault est très importante. C'est un peu l'antichambre de la Formule 1. Beaucoup ont fait leurs armes, justement, dans la Formule Renault avant d'arriver à la Formule 1, comme Vettel. Sébastien Vettel, il y en a plein, il y a aussi même Lewis Hamilton. Donc tous les pilotes que l'on retrouve aujourd'hui en Formule 1, ils sont partis par des formules, ce qu'on appelle dites formules promotionnelles. Donc alors pour expliquer, on va prendre le football. Le football, le terrain elle-même, il y a deux gardiens de but, il y a 10 joueurs plus un gardien de but dans chaque équipe, il y a un centre, il y a des pénaltys, il y a des règles du jeu. Les règles du jeu sont les mêmes. Alors, les formules promotionnelles pour arriver à la F1, la F1 c'est le senior. Les autres c'est espoir, junior, cadet, voilà. Ce sont ça à peu près. À la seule différence. C'est la manière simpliste de présenter la formule. Voilà, la plus basique. La formule la plus basique pour présenter les formules promotionnelles. Cette formule 3,5 litres que nos chers amis téléspectateurs viennent de voir, c'est la formule, l'antichambre carrément de la F1. Ceux qui ont remporté la saison internationale de Formule 1 Renault 3,5 litres se sont tous retrouvés en Formule 1 un jour, et les meilleurs en Formule... Non, 3,5 litres, c'est la formule 3,5 litres. Renault se sont tous retrouvés un jour en F1, et le double champion du monde dernièrement, donc Sébastien Vettel, en sort. Donc pour montrer un peu l'importance. Et c'est la formule qui permet un peu aux team managers d'avoir un œil sur le futur loup donc du sport automobile pour arriver en F1. Donc on les regarde. Et on a beaucoup des loups, on les a remarqués pendant les Masters de karting. Il y a beaucoup qui sont en train de se terrer et qui attendent justement que les grands, comme Mark Webber, soient un peu dégommés pour prendre leur place. Hatem. Oui, même Schumacher, même d'ailleurs déjà dans un premier temps. Aujourd'hui, je dis toujours, ce ne sont pas les meilleurs pilotes qui sont en F1, malheureusement. Parce que ce sont ceux qui ont le meilleur attaché case qui y arrivent. Ce sont ceux qui ont un accompagnement financier qui derrière... Oui, j'ai remarqué justement que ceux qui ramenaient un sponsor étaient ceux qui avaient une place et un baquet, comme on dit, donc en Formule 1. Oh, oui, tout à fait. Déjà en France, il y a Charles Pic. Charles Pic est un grand pilote. Certes, ceci n'enlève en aucun cas ses qualités de pilote, mais bien évidemment, la manne financière qu'il amène avec lui permet aujourd'hui d'avoir un volant chez Marussia qui fait face à de gros soucis de budget. Pastor Maldonado, le Vénézuélien, est arrivé chez Williams, alors qu'il y a des pilotes qui lui tournaient autour dans les formules promotionnelles. Ben, lui, il est en F1 parce que justement, il a tout un pays qui est derrière lui, qui veut le financer, qui veut l'aider pour arriver. Et derrière tout ça,
ça, à part le côté sportif, il y a le côté image que l'on aime bien entretenir et dont on aime bien parler. Aujourd'hui, il est clair que, pour me reprendre, ce ne sont pas les meilleurs pilotes qui sont F1, mais ce sont de très grands pilotes qui savent tenir une voiture et qui nous offrent un spectacle émouvant. Par exemple, Sébastien Vettel est un garçon qui est issu d'une famille relativement modeste, mais il a la particularité d'être allemand. Et quand on dit allemand, on dit un gros marché, gros potentiel et derrière de grosses retombées. Et si en plus le type est doué, c'est le cas de Vettel, bah, il a tout pour lui, quoi. Donc en un mot, si on peut parler de F1, on peut parler de gros sous surtout. Bah, l'argentier de la Formule 1 qui n'est autre que Bernie Ecclestone a absolument tout compris, d'où le fait qu'il nous enlève cette année le Grand Prix de Turquie pour aller aux États-Unis, qui pour lui, le marché américain est beaucoup plus important que le marché turc. Mais moi j'ai une question à me poser. On sait et on connaît tous les retombées en termes d'image au départ et en termes financiers, donc par la suite. Pourquoi est-ce que nous, au Maghreb, en Tunisie, on n'a pas encore notre circuit de F1, sachant qu'on a le climat, on a la proximité géographique, on a les structures d'accueil, on a les compétences pour l'organiser. Donc les grands rendez-vous internationaux, il nous manque ça. Alors justement, ça fait 20 ans qu'on en parle. Moi, ça fait 20 ans que j'entends certaines personnes parler de Grand Prix de F1. Je pense qu'il n'aura pas lieu encore. Je pense que ce sera encore un rêve, mais je souhaite que ce rêve devienne un jour réalité. Peut-être dans quelques années. En tout cas, je pense que le moment n'est pas encore venu. Merci. On passe à autre chose. J'ai pas pu m'empêcher en tant que pilote de monter sur le podium mais à côté d'un grand champion et de mettre Hatem à droite sur la marche un peu plus, disons, en bas du podium. Alors si tu nous disais un peu plus qui est ce champion, à nos téléspectateurs, explique de qui il s'agit. Sébastien Vettel, double champion du monde de Formule 1, qui vient à peine d'entrer donc dans l'histoire de la Formule 1 parce qu'il est arrivé à obtenir des scores que quasi aucun autre pilote n'a pu obtenir, avec tous ses records de pole position par saison, avec ses records de en tête, le nombre de kilomètres en tête, et surtout là, double champion du monde, et c'est pas près de finir, il est bien parti pour détrôner Michael Schumacher de son piédestal. Voilà, donc là on est toujours sur notre piédestal, sur notre podium, mais on va descendre pour vous montrer autre chose, encore une fois, chez Renault. Derrière nous, une voiture mythique aussi, qu'on appelle la Yellow Teapot. Alors Yellow, ça veut dire jaune, Tea, comme le nom l'indique, c'est le thé, et pot, c'est la théière. قول قايل علاش Yellow Teapot؟ حتى مش يحكي لنا علاش. Alors Renault a été quasiment le premier constructeur à avoir mis un turbo dans sa monoplace. C'était en 1977, oui c'est ça. Et c'était Jean-Pierre Jabouille, le premier pilote à avoir couru avec cette voiture-là et qui lui a fait remporter son premier Grand Prix. C'était lors du Grand Prix de France. D'ailleurs c'était grandiose pour la France et pour les Français. C'est leur côté cocorico un peu qui l'a emporté. Et pourquoi Teapot? Parce qu'elle fumait tout le temps. Dans le temps, le turbo n'était... Voilà, exactement. Et donc les Anglais se sont foutus de la gueule des Français en leur disant la Teapot. Michel fait un surnom Teapot. Et depuis, donc les Français ils étaient un peu piqués dans leur amour propre et ils ont bien fait évoluer cette technique. Et aujourd'hui, c'est une technique qu'on maîtrise très bien. Et les Anglais s'y sont mis, ça reste un peu. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le temps, c'était une grosse trouvaille d'avoir mis donc le turbo dans cette moteur là avec
c'est le premier châssis de la grande lignée des monoplaces, c'est la RS01. RS veut dire Renault Sport, 01 c'est le numéro, c'est le premier modèle. Donc on est arrivé à RS14 ou RS15 aujourd'hui. Et cette voiture-là, elle était managée justement par Gérard Larousse, qui par la suite a créé sa propre écurie qui s'appelle Calmel Larousse, avec malheureusement pas une belle histoire qui a suivi. Mais Gérard Larousse était à la tête de ce département-là. Et le concepteur du moteur, c'est le fameux Bernard Dudot, que nos chers téléspectateurs connaîtront un jour, et j'espère qu'on aura l'occasion d'inviter un jour dans notre émission, parce que Bernard Dudot est un grand monsieur qui est le papa des moteurs de Formule 1 aujourd'hui. كما شفتوا حاتم باقي عنده برشا حكايات على الكرهب الكل، وكل كرهبة عندها قصة وحكاية، وحاتم يحفظهم الكلهم على خاطركم، مش يحفظهم يعرفهم. نقول لهم أنا كي لورديناتور تبارك الله عليه تنزل على فلسة يحكي لك على قصة الحكاية، قصة وحكاية الكرهبة الكل. ميرسي حاتم، اون باس ا اوت شوز. Le moteur de cette Renault 5 est exposé justement. Il développe combien de chevaux, Hatem? C'est un moteur qui te développait dans le temps, il y a 30 ans, à peu près presque 260, entre 260 et 300 chevaux. Tout dépend du coup de molette pour augmenter la puissance du turbo, sachant qu'elle avait une cylindrée de 1400 cm3. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a un moteur central à l'arrière, une traction arrière, c'était une propulsion. Il y avait même pas de limiteur, donc il fallait que le pilote fasse attention pour ne pas être en zone rouge. Il n'y avait pas de limiteur, il y avait du coupure donc au limiteur. Et Jean Ragnotti, qui était le pilote maison, donc qui est toujours d'ailleurs le pilote maison Renault. Lorsqu'on parle de Renault de rallye, on ne peut pas ne pas parler de Jean Ragnotti, donc qui a fait gagner à Renault quasiment toutes les courses sur circuit, sauf en F1. Et donc cette voiture-là, c'est grâce à Jean Ragnotti qu'elle a gagné donc ses galons, et c'est grâce à lui qu'elle a gagné ses premiers rallyes, donc le Monte-Carlo et le Tour de Corse. Et puis après, donc elle a quasiment raflé absolument tout sur son passage. Il n'y a pas une course où cette voiture, à part chez les Nordiques, donc ce qu'on appelle les Nordiques volants, parce qu'en Suède, en Norvège, en Finlande, et d'ailleurs Ari Vatanen on l'appelait donc le Finlandais volant. Pourquoi? Parce que les Finlandais avaient la particularité de gagner toutes les courses chez eux, et le seul pilote qui les a battus a été Sébastien Loeb. C'est impressionnant. On rappelle qu'il est octuple champion du monde de WRC. Moi, j'en parle toujours et j'en reparle parce que pour moi, c'est mon idole en WRC tout autant que Michael Schumacher en Formule 1. Oui, tous les deux, il y a d'autres pilotes qui ont très très bien avancé. Moi, mon idole restera à jamais Ayrton Senna. Moi, j'ai vécu l'épopée Ayrton Senna. Et en pilote de rallye, si on devait parler des pilotes pour sortir un peu donc de la sphère automobile et mécanique, pour parler de la sphère humaine, les pilotes qui m'ont énormément marqué, qui ont marqué l'histoire de la F1, qui ont marqué l'histoire du sport automobile, que ce soit en rallye, que ce soit en 24 heures du Mans. À mon humble avis, Ayrton Senna restera à jamais le meilleur pilote de tous les temps. Bien évidemment, je n'ai pas connu un pilote comme Juan Manuel Fangio. Je n'ai pas eu l'occasion ni le privilège de le connaître. Si, je l'ai rencontré, mais je n'ai pas connu volant en main. Mais ceux qui ont piloté pour moi, ce sera Ayrton Senna pour tout ce qu'il nous a offert en termes d'émotion. Alain Prost pour tout ce qu'il nous a offert aussi en sagesse, parce que c'est un pilote qui avançait énormément et qui
qui nous montrait qu'une voiture, ça se conduisait très facilement, alors que c'est vraiment pas le cas. Et il était très propre. C'est le pilote le plus propre, volant en main, extraordinaire. Un autre pilote qui n'a pas trop gagné, qui m'a moi toujours épaté, parce qu'il a quasiment tout remporté dans les formules de promotion, ça a été Jean Alesi, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de chance en F1. Et il y a tellement d'autres pilotes qui marchent bien. Et pour l'instant, moi, mon idole, et pour moi, les meilleurs pilotes restera Jenson Button et Fernando Alonso, qui pour moi sont au-dessus du lot. Même si Vettel est en train de tout gagner, même s'il y a Hamilton aussi, même s'il y a d'autres pilotes, moi j'ai un coup de cœur pour ces deux-là, Jenson Button et Fernando Alonso. Et j'aimerais bien voir un des deux cette année remporter le championnat du monde, rien que pour qu'il y ait plus de disputes, plus de bagarres en piste et pour que nos chers amis téléspectateurs puissent suivre les Grands Prix. Et on peut leur en parler un peu plus. Et j'espère que TWT, avec toi, Hind, on pourra aller couvrir au moins 3 ou 4 Grands Prix cette année pour leur faire partager un peu cette passion. Et j'ai un mot à leur dire. Qu'est-ce qu'il est bavard, Hatem? J'ai envie de dire à nos chers amis de téléspectateurs et de relayer le message, vraiment de faire très très attention à la route. Regarder l'émission chez WT ne veut pas dire sortir, aller faire le fou sur la route. De toutes les manières, on a une rubrique prévention routière et on parle non seulement du téléphone au volant, mais de la limite de vitesse, de l'alcool au volant. Donc nous sommes aussi une émission pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la conduite et surtout à la bonne conduite. C'était donc la présentation de la mythique Renault 5 qui a fait ses preuves sur plusieurs rallyes. Cette année, comme je le rappelle encore une fois, elle a fêté ses 40 ans de présence, 40 ans d'anniversaire. Inch'Allah, l'émission هذه عجبتكم ونعطيكم rendez-vous الموعد آخر مع سيارات أخرين et d'autres anniversaires. À très bientôt. Dernière nouvelle de la Formule 1. Aujourd'hui, comme je le disais, départ du premier Grand Prix de la saison de Formule 1 sur le circuit de Melbourne, le circuit Albert Park en Australie. Ce circuit s'est soldé par la victoire incontestée et incontestable du Britannique Jenson Button sur McLaren Mercedes. Sur la plus haute marche du podium, donc c'était Jenson Button comme je disais, il est suivi de près par l'Allemand Sébastien Vettel de l'écurie Red Bull Racing Team et du Britannique Lewis Hamilton sur McLaren à la 3e place. Pour Jenson Button, c'est la 13e victoire de sa carrière. Le podium de ce Grand Prix a accueilli 3 champions du monde sur les 6 en lice, ce qui est une preuve irréfutable de la richesse du championnat de Formule 1 de 2012. Le circuit Albert Park en Australie était un circuit de 5 km 302 avec 58 tours, soit au total 307 km 574. Ce Grand Prix d'Australie a été marqué par 6 abandons, dont celui de Michael Schumacher, Felipe Massa, Romain Grosjean, Heikki Kovalainen, Vitaly Petrov et Nico Hülkenberg. Rendez-vous le 8 avril au Grand Prix de Malaisie sur le circuit de Sepang. مرحبا بكم في روبريك تونينغ، الروبريك اللي تتلهى بالكراهب الموديفيي اللي موجوده في تونس. واليوم باش تشوفوا معنا سيري اون موديفيي في تونس اونيك اون سون جونغ. دونك من غير ما نطول عليكم خليونا نشوفوها مع بعضنا. دونك كيما قاعدين تشوفوا السيريون هذه هي اونيك في تونس كوتي ديزاين. صحيح الموديل قديم شويه اما اون سون فو على خاطر تعمل لها ان كود جونيس خلاها تظهر ازين حتى من السيريون الجديده اللي مازالت كي خرجت. بالنسبه لي شونجمون صاروا سورتو من برا او نيفو دو لا كاروسري ونلقاو ان بار شوك افون تعمل سور ميزور للسيريون هذه بيسكو له ام تكنيك وله بي ام دبليو بيرفورمانس. اما كيما قاعدين تراو مزيان برشا بالجرين نوار سنترال وبالفورم اونغولير اللي نلقاوهم في لي زيكستريميتي انفيريور نتاعو واللي عطاو للكهرباء اون الور بلوز اغريسيف. لي زوبتيك دوريجين زادت تبدلوا بموديل صحيح قديم شويه اللي هو لي فار انجلايز، اما الشوا هذا يعطي منظر خير ويحافظ على ليدونتيتي نتاع بي ام خير من لي فار ديفيلايز اللي فيهم لا فاموس تكنولوجي نتاع لي ليد. على جناب نتاع الكهرباء نلاحظوا اللي البروبريتير خير باش يخلي لي جوب لاتيرال دوريجين على خاطرهم يتمشاو بارفيتمون مع ستيل نتاع لي دو بارشوك جدد. نلاحظوا زاده اللي السيريون هذه فيها جونتوات جدد وكبار برشا موديل بي ام دبليو بيرفورمانس دو 18 بوز زادوا عطاو بلوس دو سبورتيفيتي سورتو افيك دي بنو دو 25 40 بار 18 اعراض برشا وجويدين لدرجه اللي يحطوا الجونت اون فالور.
À l'arrière, le propriétaire بدل زاد البارشوك بواحد آخر بلو سبورتيف وزاد une sortie d'échappement double متاع لي موديل بلو سبورتيف. بالنسبة للبانتور نعاودو نأكدو اللي الكولور مات اي تري توندونس، لا بروف النوار مات خرج مزيان برشا على السيري 1 هذه. كوتي موتوريزاسيون اي انتيريور البروبريتير خير باش يخليها الكل اليتا دوريجين ابار اللي اختار باش يبدل لها لي سياج نتاعها اون كوير نوار متماشي مع لون الكهرباء. جيسبر اونفان اللي تمتعتوا بالفرجة على السيري 1 متاعنا اللي كيما السيروكم تاع الحلقة اللي فاتت تخدمت زادة في اتوليي تونسي وخدموها دي برو دو تونينغ توانسة. C'était TWT Motors qui vous donne rendez-vous toutes les semaines pour les activités auto, moto en Tunisie et à l'étranger. Restez toujours branchés, vous ne le regretterez pas. À bientôt!